Alors en fait aujourd'hui je vais vous parler d'immunologie de l'infection par le VIH, donc le virus de l'immunodéficience humaine. Et on a essayé de revoir les cours d'immunologie, d'homogénéiser l'enseignement et essayer d'éviter que vous ayez trop de redites d'un cours à l'autre. Et finalement on a décidé de changer le troisième cours de cette série de l'immunité anti-infectieuse parce que dans l'autre cours qui était rencontre de l'hôte avec l'agent pathogène, il y avait vraiment beaucoup de redites par rapport aux deux premiers cours. Alors certes différemment, mais ça pouvait être ennuyeux pour vous. Donc je vais vous prendre un modèle d'infection virale chronique qu'est l'infection VIH. Alors l'infection VIH, c'est une infection aiguë muqueuse. Elle se transmet par voie sexuelle dans l'extrême majorité des cas, même si vous le savez, il y a des transmissions par voie sanguine et materno-fétale. Et donc là, dans l'exemple où le virus pénètre par voie vaginale à travers la muqueuse, la muqueuse, elle est, de façon générale, on a parlé des barrières physiques dans la défense contre les agents pathogènes. La muqueuse est plus perméable aux agents pathogènes que la peau, qui est beaucoup plus restrictive et qui empêche l'entrée des agents pathogènes. Au départ, il y a une population virale qui est vraiment assez restreinte, qui est peu diversifiée. Il va y avoir infection des cellules cibles, on va le revoir, et une expansion locale vraiment dans les jours qui suivent la transmission et le passage du virus à travers la barrière. Euh, la propagation locale, le fait que déjà de multiples cellules cibles sont recrutées, c'est vraiment dans les heures qui suivent l'infection. Et ensuite, les cellules infectées, elles vont aller vers le ganglion drainant et pratiquement dès la semaine 1. Et ensuite, il va y avoir très rapidement, une fois que le virus est passé dans les ganglions, l'établissement du réservoir lymphatique et du réservoir tissulaire dans les différents tissus qui sont indiqués là, dont le tube digestif et le système nerveux central sur lequel je reviendrai. Et donc, il faut retenir de cette diapositive que tout ça se passe très vite et que le réservoir, pratiquement, il commence à s'établir dès la première semaine de l'infection avec un pic de production virale qui est à peu près à J14. Alors, comment rentre le virus? Je vous ai dit que certains virus, enfin, les virus rentraient généralement par un récepteur qui était connu ou pas bien connu. Pour le VIH, on connaît très bien les récepteurs d'entrée. Le récepteur principal, c'est la molécule CD4. Et puis, on a appris au cours du temps qu'il faut un corécepteur. Je vous rappelle que le virus du VIH a été découvert en 1986 par Françoise Barré-Senoussi dans l'équipe de Luc Montagnier et qu'elle a eu le prix Nobel pour ça il y a quelques années. Donc ensuite, après la découverte du VIH, qui a une structure avec une glycoprotéine d'enveloppe ici, qui s'appelle GP120 et une protéine qui est transmembranaire. Donc le récepteur principal, c'est CD4 que vous voyez ici. Et il faut un corécepteur qui est un récepteur de chimiokine, soit CCR5, soit CXCR4. Et ce que vous voyez ici, c'est que quand le virus, par sa GP120, se fixe à CD4, ça va induire un changement de conformation qui va permettre l'interaction de GP41 avec le corécepteur. Et du coup, il va y avoir entrée du virus dans le cytoplasme de la cellule. Du coup, on distingue plusieurs souches de virus selon qu'elles utilisent le CCR5 ou le CXR4 comme corécepteur. Et très brièvement, les plus fréquentes, c'est les virus qui utilisent CCR5. Il y a même un médicament qui cible CCR5 qu'on utilise après avoir vérifié que les souches étaient majoritairement R5, puisqu'on appelle le virus R5 quand il utilise CCR5. Et elles ont un tropisme à la fois pour les CD4 et les macrophages. Elles sont pratiquement toujours présentes. Et puis les souches X4, en général, émergent à un stade plus avancé. Elles ont surtout un tropisme pour les lymphocytes TCD4 et elles sont très cytopathogènes, donc elles entraînent une déplétion CD4 importante. Alors en effet,
les cellules cibles du VIH, c'est essentiellement les CD4. Ça représente plus de 90% des cellules infectées. L'infection dans les CD4, elle est très stable. On va voir que le virus, il s'intègre. Et donc, une fois qu'il est intégré, on parle de provirus. Le virus est présent aussi dans les cellules mémoire, qui sont à demi-vie longue. On va le revoir aussi. Et quand les cellules infectées s'activent, ça augmente la réplication virale. Donc, on va voir, le virus, il est intégré dans la cellule, et quand pour une raison X ou Y, la cellule est activée, bah, ça induit de la réplication virale. Alors, on connaît moins bien le réservoir monocytaire, hein. Néanmoins, on sait qu'il existe et qu'il est probablement important, en particulier le réservoir macrophagique qui est dans les tissus. Il semble que ça représente à peu près, enfin, probablement entre 5 et 10% des cellules infectées. Et là encore, l'infection est très stable. Elle peut être productive, mais c'est probablement moins source d'infection productive que les lymphocytes T CD4. Donc ces cellules quand même ont un rôle à la fois de réservoir et de cellules productrices. Alors encore une fois, si je vais trop vite ou vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez, hein. Donc il y a d'autres cellules qui sont assez importantes dans l'infection VIH, ce sont les cellules dendritiques. Elles ont à leur surface un récepteur qui est D-cysine. Je ne sais pas si on en a déjà parlé. Oui ou non? En tout cas, c'est une lectine et c'est une véritable colle à virus. Hein, le virus il colle sur D-cysine puisqu'il y a des sucres dans sa glycoprotéine d'enveloppe. Et donc, en général, l'infection elle est transitoire et non productrice dans les cellules dendritiques, même si elles peuvent produire un peu de virus. Et donc, le virus il est internalisé et il est aussi transporté, transmis à d'autres cellules. Donc, il semble que les cellules dendritiques aient plus un rôle dans la dissémination des particules virales. Alors ici, vous avez représenté le cycle de réplication du rétrovirus. Donc, vous le voyez ici avec sa glycoprotéine d'enveloppe. C'est un virus à ARN, double brin. Donc, il va se fixer par la glycoprotéine d'enveloppe, par CD4 et CCR5. Il va y avoir une fusion avec la membrane plasmique, libération de tout ce qui est contenu à l'intérieur du virus, donc le génome viral et les enzymes virales. Et on va voir que les enzymes qui sont évidemment contenues dans le virus ont un rôle important dans le cycle du rétrovirus. Alors ici, vous avez aussi en vert les médicaments qu'on utilise pour bloquer le cycle. Et puis en violet, les facteurs de restriction qui sont présents dans les cellules et qui normalement inhibent l'étape indiquée du cycle viral. Donc l'ARN est libéré, il va être rétrotranscrit en ADN. Hein. Vous savez que dans une cellule normale, l'ADN est transcrit en ARN, mais jamais rétrotranscrit en ADN. Ce qui permet la rétrotranscription d'ARN en ADN, c'est la présence dans le virus d'une reverse transcriptase, qui est spécifique au rétrovirus d'ailleurs. Donc du coup, l'ARN est transformé en ADN, puis polymérisé en ADN double brin, avec ici un complexe avec deux ADN, c'est le complexe de préintégration. Donc juste avant l'intégration de l'ADN dans le génome de la cellule hôte. Probablement qu'il s'intègre un peu n'importe comment, même s'il y a des sites où il semble que de temps en temps il s'intègre un peu plus facilement. Alors le virus il est intégré, donc il est sous forme de provirus, et puis à l'occasion par exemple d'une activation de la cellule, vous allez avoir transcription des ARN en ARN viraux, transport, traduction en protéines, assemblée des protéines virales, maturation, ici, et puis formation de virions qui peuvent ensuite sortir de la cellule et aller infecter d'autres cellules cibles. Donc vous voyez qu'il y a dans les cellules
des facteurs de restriction qui inhibent différents sites, Apobec 3G, tétérine, TRIM5-alpha, enfin tout cela on les connaît bien. Il y a des virus qui euh, se modifient pour échapper aux facteurs de restriction parce que si une cellule exprime beaucoup de facteurs de restriction, ça devient très difficile pour le virus de mener à bien le cycle de réplication. Et puis, vous voyez qu'on a maintenant des inhibiteurs, enfin des traitements qui inhibent beaucoup d'étapes du cycle du rétrovirus. Les premiers développés, c'était ceux qui inhibaient la reverse transcriptase. Donc, les inhibiteurs de reverse transcriptase, soit nucléosidiques, soit non nucléosidiques. Et puis, au fur et à mesure du temps, il a été développé des inhibiteurs de protéase, puis des inhibiteurs d'entrée ou de fusion, d'abord des inhibiteurs de fusion, puis des inhibiteurs d'intégrase et maintenant des inhibiteurs d'entrée. Hein, donc on a pratiquement des médicaments qui inhibent toutes les étapes du cycle du rétrovirus. Alors, tout se joue probablement dans les étapes initiales de l'infection. Hein. On a vu que finalement ça se passait très très vite après la transmission, avec juste dans les jours qui suivent la primo-infection, une virémie plasmatique, c'est-à-dire beaucoup de virus dans le plasma, rapidement une dissémination virale et un stockage du VIH dans les tissus lymphoïdes. À ce moment-là, il y a une réponse inflammatoire donc qui est précoce et qui est très importante. Hein, vous voyez qu'il apparaît des J5, J10 quoi, hein, de l'infection. Il va se développer des réponses immunes anti-VIH très importantes. Hein. Et d'ailleurs, ces réponses immunes anti-VIH vont permettre une diminution de la virémie plasmatique et l'établissement d'un équilibre viro-immunologique. Alors c'est l'inflammation qui, vous l'avez vu, est très précoce, qui permet le recrutement d'effecteurs cellulaires à partir du sang. Donc ça, c'est en quelques jours. Hein. Il va y avoir production par les cellules épithéliales de MIP3-alpha qui va induire le recrutement des cellules dendritiques plasmacytoïdes, hein, des PDC dont on a beaucoup parlé en début de semaine, qui vont produire du MIP1-bêta qui va permettre de recruter des cellules, mais dans ces cellules, il va y avoir de nouvelles cellules cibles et du coup, ça va entretenir l'infection et permettre l'expansion locale hein, des cellules infectées. Puisque vous recrutez des cellules, parmi ces cellules, il va y avoir des CD4 et des monocytes, cellules qui vont pouvoir s'infecter par le VIH. Donc le niveau préexistant d'inflammation probablement va faciliter la réplication du virus localement. Et puis les PDC aussi, elles vont produire évidemment de l'interféron et des protéines, des chimiokines qui ont une activité antivirale. Donc il y a une balance, mais en général, en quelques jours, vous avez l'infection de nouvelles cellules, l'expansion locale de l'infection, avec une population virale qui au départ était très peu diversifiée, qui devient diversifiée. Alors juste les PDC, les cellules dendritiques plasmacytoïdes dont on a beaucoup parlé, hein, qui sont aussi les cellules produisant l'interféron de type 1, et ben, finalement elles expriment TLR7, TLR9, hein, qui reconnaissent les ARN viraux, et donc elles vont sécréter de l'interféron et il va y avoir expression des gènes des ISG. Donc je ne vais pas revenir sur l'activité antivirale de l'interféron, on en a parlé longuement. Je voudrais simplement ajouter que dans le cadre de l'infection VIH, il y a très probablement, c'est assez compliqué, mais il y a très vraisemblablement un rôle délétère de l'activation chronique, ça c'est sûr, et probablement que l'interféron alpha joue un rôle important dans l'entretien de cette activation chronique. Parce qu'on voit corréler à l'interféron alpha l'activation des lymphocytes T. L'interféron alpha va attirer des lymphocytes T, enfin va par ces mécanismes d'induction de chimiokines attirer des lymphocytes T CD4, CCR5+, donc qui sont des cibles de l'infection. Et puis en plus, ça induit une molécule sur les cellules dendritiques qui s'appelle l'IDO et qui va altérer cette balance TH17-Treg dont je vous ai déjà un peu parlé
Hein, vous vous souvenez, les cellules qui sont soit TH17, soit TH...